Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Multi-21. Je suis accompagné aujourd'hui de Clément. Bonjour Clément, comment vas-tu ? Ça va très bien Aurélien, et toi ? Ça va très très bien. Figure-toi qu'aujourd'hui, on va pas parler Formule 1, on va parler WTCR. Car la saison 2019 du World Touring Car Cup va bientôt reprendre. Et il était important justement d'en parler et de faire un petit état des lieux. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? Qui suivre en 2019 ? Et tenter plus. Clément, je te laisse la parole. Qu'est-ce que le World Touring Car Cup ? Déjà oui, effectivement, on était habitué depuis 2005 à l'appeler World Touring Car Championship, WTCC. C'est un championnat qui pendant des années a une formule qui marche très bien en touring, c'est-à-dire des voitures avec une réglementation très simple qu'on pouvait utiliser à la fois dans le championnat du monde mais aussi dans les championnats continentaux voire nationaux, ce qui permettait à des pilotes de faire une pige de temps en temps en championnat du monde et de scorer des points dans une discipline qui était beaucoup trop grande pour qu'ils fassent une saison. Donc c'était quelque chose qui était totalement en raccord avec l'aspect touring car. Mais ça ne suffisait pas à certains constructeurs. Et c'est pour ça qu'en 2014, on a eu le droit à une nouvelle réglementation, la réglementation TC1, qui nous a produit les voitures de touring les plus puissantes et les plus rapides de l'histoire. Elles étaient vraiment impressionnantes, mais il ne faut pas se mentir, elles n'intéressaient pas grand monde. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient trop chères pour les constructeurs, enfin pour les écuries privées. Et d'autre part, parce que le public, s'il voulait voir des voitures extrêmement impressionnantes, il allait voir du DTM ou du Super GT ou du V8 Supercar, bref, des vraies grosses catégories en dehors. Donc fin 2017, on s'est retrouvé avec un championnat où il n'y avait plus que 16 représentants qui étaient quasiment en faillite et on s'est demandé où on allait. Et pendant ce temps-là, en parallèle, en 2014 toujours, un promoteur a décidé de réunir toutes les formules monotypes de voitures de tourisme, c'est-à-dire la 308 Racing Cup avec que des 308 dedans, la Seat Ibiza Eurocup, donc toutes ces formules monomarques. Il y avait aussi Opel qui en avait une à l'époque, l'Audi TT Cup d'Audi, et de les mettre toutes avec une balance of performance sur la même réglementation pour créer un championnat avec des voitures à pas cher où tout le monde pourrait s'insérer dedans. Ça a extrêmement bien marché. Et pendant que le championnat du monde des voitures de tourisme descendait, et ce championnat a grossi jusqu'à arriver à peu près aujourd'hui une quinzaine de constructeurs répertoriés, enfin une quinzaine de modèles répertoriés dans le monde. Certains construits directement par les constructeurs, c'est le cas de Volkswagen, d'Audi ou encore de Honda, et d'autres par des écuries privées très liées aux constructeurs, c'est le cas par exemple de Subaru ou Alfa Romeo. Donc on a eu ces voitures qui étaient assez performantes et qui ont le droit chaque année à une balance of performance, ce qui fait que peu importe que vous rouliez en championnat national, continental ou mondial, eh bien vous avez la même voiture que les autres et des performances équivalentes, ce qui permet de s'inscrire dans beaucoup de séries et ça expliquait ce fort intérêt. Donc l'année dernière, ce championnat a pris le dessus sur le championnat du monde des voitures de tourisme. Les deux ont fusionné et on a créé le WTCR en hommage à cette catégorie TCR qui venait d'arriver. Très bien. Très bien, merci pour cette explication. Et justement, 2018 marquait la première année du championnat WTCR et ce fut une campagne assez disputée entre deux pilotes. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Tout à fait. Alors, donc comme je disais, certains constructeurs ont beaucoup développé leur voiture. C'est notamment le cas de Hyundai qui avait pointé du doigt cette réglementation dès 2015 comme étant un très bon objectif, mais qui a développé sa voiture pendant 3 saisons, de 2015 à 2017, que ce soit dans des championnats TCR en faisant juste des piges, ou bien dans le championnat VLN qui est donc lié au Nürburgring, en y installant sa voiture pour faire beaucoup de roulage sur ce circuit qui est très exigeant. Il en a accouché une voiture extrêmement performante, la i30N TCR, qui a donc été aux mains de 2 écuries l'an dernier. Le Ivan Müller Racing, dont on reparlera après, puisque c'est une écurie qui était un peu intermédiaire, mais on en reparlera lors de la présentation des voitures 2019. Ça, c'était la première écurie. Et la deuxième, c'était le BRC, qui est l'écurie qui avait développé, en accord avec Hyundai, la voiture. Donc on avait 2 écuries avec une voiture extrêmement performante et on peut le dire, ils ont tout raflé. Et 2 pilotes, Tarquini et Müller, qui avaient tous les deux déjà été champions du monde, se sont battus durant toute la saison pour le titre, un titre que Tarquini a réussi à avoir pour seulement 3 points.
Et ça a été tellement serré qu'aujourd'hui, avec la réglementation qui a encore un petit peu changé cette année, eh bien, ça aurait été Muller qui aurait été champion pour 2 points. Donc c'est là où ça a été assez serré. Et on a eu pas mal de vainqueurs sur d'autres voitures. Peugeot a gagné des courses, Audi a gagné des courses, on a eu Honda qui a gagné des courses, on a eu Seat qui a gagné des courses, on a eu Volkswagen qui a gagné des courses, on a eu Alfa Romeo qui a gagné des courses, et ça on en reparlera. Enfin, bref, un championnat extrêmement disputé qui nous a permis de voir beaucoup de pilotes émerger et un duel au sommet entre 2 anciens vainqueurs qui a vu la victoire de Gabriele Tarquini. Et passons désormais à 2019. Donc en 2019, comme tu viens de le dire, Gabriele Tarquini défendra son titre, toujours au sein de l'équipe BRC Hyundai. Et il me semble qu'il y a de nouvelles équipes qui débarquent en WTCR. Tout à fait. Alors pour 2019, la FIA a imposé une règle, il ne peut pas y avoir plus de 2 voitures par écurie. L'année dernière, on avait des écuries à 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures, donc ça donnait un peu des chances pas vraiment équivalentes de se battre pour les points. Et bien cette année, ça ne sera pas le cas, même si certains ont contourné la règle. Par exemple, Hyundai, Volkswagen et un nouveau venu, Lynk & Co, ont chacun 2 écuries, mais ce sont intrinsèquement la même, c'est juste qu'elles sont divisées en 2. Donc commençons par le tenant du titre, Hyundai. C'est le team BRC qui défendra les couleurs de Hyundai, avec d'un côté Tarquini et Michelis qui s'était révélé pendant des années chez Zengo en WTCC et qui est un excellent pilote, qui formeront le Squadra Corset, et l'autre partie du team BRC, qui sera sponsorisé par Lukoil, sera aux mains d'Augusto Farfus et Nick Katzberg, 2 anciens vainqueurs du WTCC il y a des années et habitués aux championnats du monde d'endurance, enfin bref, habitués à certains champions du monde. On a le team Volkswagen qui est cette année dirigé par le Sébastien Loeb Racing en 2 équipes. Une partie intrinsèquement liée au Sébastien Loeb Racing et l'autre à Christopherson Motorsport, l'équipe qui a été 2 fois champion du monde de rallycross les 2 dernières années. Donc dans la première écurie, on retrouve Robert Huff et Mehdi Benani qui sont les pilotes habituels de Touring Car depuis des années et du team Sébastien Loeb depuis l'an dernier. Et dans l'autre, on retrouve Johan Christopherson, le double champion du monde de rallycross qui s'essaye cette année au championnat du monde des voitures de tourisme, et Benjamin Lutcher qui est un habitué notamment du championnat d'Allemagne. Donc 4 pilotes assez expérimentés qui connaissent toutes les 4 la Volkswagen. Ensuite, on parlait tout à l'heure du Ivan Müller Racing. En réalité, à la fin de la saison 2017, Volvo qui était champion en titre n'ayant pas de TCR sous la main, eh bien, ils ont développé une voiture pendant 1 an et ont laissé le team en lui-même se faire la main sur d'autres voitures, sur la Hyundai donc. Et au moment de leur retour, ils n'ont pas choisi une Volvo ni une Geely, qui est le groupe à qui appartient Volvo, mais une voiture nommée la Lynk & Co, qui est une marque chinoise de haut de gamme qui vient d'être lancée par le groupe Geely. Et donc c'est toujours l'équipe Sian Polestar qui dirige cette équipe, avec d'un côté Ted Bjork et Ivan Müller qui seront dans un des 2 teams, et dans l'autre Andy Priault, ancien vainqueur encore une fois de WTCC et champion du monde, et Yann Erlacher qui n'est autre que le neveu d'Ivan Müller et qui avait impressionné au volant d'une Lada privée en 2017, donc un excellent duo de pilotes. On retrouve ensuite des pilotes qu'on connaît bien nous en tant que fans de F1 comme Thiago Montero qui sera sur le team KCMG, un team habitué à l'endurance et qui a été très très performant lors de ses piges en touring car en championnat d'Asie. Il sera aux côtés d'Attila Tassi, donc un jeune pilote dont on n'attend pas grand chose très honnêtement, sur un des 2 teams Honda. Le deuxième team Honda, ce sera le fameux Munich Motorsport de René Munich, qui fait confiance aux 2 pilotes argentins, Nestor Girolami et Esteban Guerreri. Et moi personnellement, j'aime beaucoup ce team parce que j'aime beaucoup ces 2 pilotes. On parlait d'Alfa Romeo aussi. Alfa Romeo, la voiture a été développée par un petit team qui s'appelait Team Ulsan et qui était à 2 doigts de fermer sa porte l'an dernier, jusqu'à la course de Suzuka où ils ont embauché Kevin Secon, qui est un ancien pilote de GP2, de Formule Renault 3.5, enfin habitué des monoplaces, habitué du championnat Blancpain en GT, et qui gagne une des 3 courses à Suzuka, ce qui a relancé l'intérêt autour de cette voiture qui paraissait pas si mauvaise finalement. Ils ont reçu 19 commandes pour 2019, ce qui leur a permis de développer cette voiture intégralement, et donc on a une nouvelle version de la Giulietta que pilotera encore une fois Secon avec un autre habitué de la F1 mais en tant que pilote d'essai, Ma Qinghua, le chinois. On a le team Audi qui fait confiance
d'un côté au team Léopard, donc, qui est un team très, très habitué des championnats du monde de voitures de tourisme et qui est dirigé par en réalité en dessous le WRT, donc un team officiel de chez Audi en GT, et qui aura ses voitures aux mains de Gordon Shedden et Jean-Carl Vernet, un de nos Français, encore une fois. Et l'autre team Audi sera dirigé par Come to You, avec Niels Langeveld. C'est pas facile à dire les noms néerlandais. Ah, c'est compliqué, oui. Ah, c'est très très compliqué. Et Frédéric Verschich, mais là c'est un peu un team d'un niveau moindre, donc on va pas trop se détailler sur ce team là. Voilà, c'est un peu ça. Et la particularité du team Come to You, c'est que non seulement ils auront 2 Audi, mais aussi 2 Cupra, donc la marque Seat qui se détache dans sa branche sportive, avec un team un peu spécial nommé DHL Cupra Racing, dans lequel seront Aurélien Panis, le fils d'Olivier Panis, et Tom Coronel, habitué des milieux de grille de WTCC depuis maintenant quasiment 10 ans. Donc voilà, on a fait le tour de la saison. À rajouter qu'en plus de ces 26 pilotes qui seront là toute la saison, on aura des pigistes, puisque la grille sera ouverte à 32 pilotes sur chacune des courses. Donc pour certaines des courses comme Macao ou comme le Nürburgring, il ne faudra pas s'étonner d'arriver à 32 pilotes. Merci pour ce résumé. C'est assez surprenant que tu nous dises justement qu'il y a des équipes qui se permettent de contourner ce règlement des 2 pilotes par équipe, et donc du coup en créant des sous-teams. Comment ça se fait que le règlement l'autorise, ou alors que les dirigeants ferment les yeux là-dessus? Bah écoute, c'est une faille du règlement. On a juste précisé d'avoir 2 teams différents et non pas 2 structures différentes. Donc le team BRC, le team SLR, donc Sébastien Loeb Racing, le team Sian et le team Come to You ont tout simplement divisé leur équipe en 2 avec des noms différents, des livrets de voitures différentes, et se sont permis du coup d'avoir 4 pilotes, ce qui permettra bien évidemment, par exemple dans le cas de Lynk & Co, d'avoir 4 pilotes quasiment sous égide constructeur, puisque le team Sian est intimement lié au groupe Geely. Donc c'est vrai que c'est plutôt contourner le règlement, et nul doute que la FIA et WSC, le promoteur de la réglementation TCR, corrigeront ça dès 2020, mais pour cette année c'était trop tard, ils se sont fait avoir. Très bien. Et tu avais parlé en 2018 justement du sacre de Tarquini, qui n'aurait pas été justement un sacre avec un nouveau règlement qui est appliqué dès cette année. Qu'en est-il ? Alors écoute, c'est juste un changement de point au niveau de la 3e course parmi les 3 de chaque meeting, puisque on ne l'a pas dit, mais le calendrier se divise en 10 meetings de 3 courses chacun, et donc la première course rapporte un certain nombre de points très importants, puisqu'il est lié à la pole position, enfin à la qualification, donc le pilote en pole et le pilote qui a fait le meilleur temps. La deuxième course rapporte moins de points puisqu'elle est liée au résultat de la première course avec une grille inversée. Et la 3e course est liée à une 2e qualification, donc rapporte à nouveau des points. Donc c'est sur cette 3e course qu'on a réajusté le barème, et c'est sur cette 3e course que Gabriele Tarquini n'aurait pas été champion, rien de plus. Très bien. Avant de passer au calendrier, justement, d'après toi, qui est le favori pour cette année ? Est-ce que ça va être BRC Hyundai, qui justement était très très performant en 2018, ou alors tu mettrais une petite pièce sur les nouveaux Lynk & Co, dont Yvan Muller fait partie, Yvan Muller qui est d'ailleurs toujours un très gros client en tourisme ? Bah écoute, ouais, moi je vais mettre une pièce sur Lynk & Co. Alors, on ne sait pas encore trop ce que vaut la voiture. Le premier avantage qu'elle a, il se voit directement, c'est que c'est une voiture tricore et non bicore, donc c'est une voiture qui est plus équilibrée. Ça s'est vu lors de la Balance of Performance qui a été effectuée il y a 2 semaines. Ils ont pris énormément de poids et une réduction de puissance, preuve que leur voiture était plus performante que les autres. C'est pas eux qui ont pris le plus, c'est Honda je crois, mais ils faisaient partie du top 3 de ceux qui ont pris le plus de poids, de ceux qui ont pris le plus de pénalités. Donc effectivement, moi déjà un team où il y a Yvan Muller, Ted Bjork et Andy Prio, c'est-à-dire 3 champions du monde des voitures de tourisme, ça me laisse rêveur, et je pense que ce team-là sera évidemment à surveiller, en plus avec un Yann Erlacher qui avait été capable de gagner en 2017 avec une Lada privée, qui a fait d'excellentes performances l'an dernier. Moi je vois bien ce team gagner, et je mettrai une pièce sur Ted Bjork plus qu'Yvan Muller, puisque Ted Bjork est un habitué du team Polestar. Donc je mettrai Ted Bjork et peut-être Yvan Muller sur le podium, avec pour moi un pilote qui doit se racheter, c'est Norbert Michelis, qui aurait dû l'an dernier se battre pour la couronne et qui n'a pas réussi. Donc un duel entre Hyundai et Lynk & Co, et il ne faut pas oublier 2 autres voitures qui peuvent jouer
un rôle de trubillon. La première, c'est celle de Robert Huff, la Volkswagen, puisque Robert Huff est toujours un pilote qui a une excellente pointe de vitesse, et nul doute que cette année, il voudra profiter de la puissance du Sébastien Loeb Racing décuplée pour aller chercher le titre. Et Thiago Montero qui, après un grave accident à mi-2017, a fait une croix sur le titre mondial en cours d'année et n'a pas pu défendre ses chances de gagner puisqu'il n'avait couru que la moitié de la saison. 2018 a été une année blanche puisqu'il avait toujours extrêmement mal au dos. Il revient en 2019 avec le couteau entre les dents, donc ça sera aussi un pilote à surveiller. Donc voilà mon top 5, mais en premier je mettrai Ted Björk. Très bien, merci Clément pour ce pronostic. Passons au calendrier. Donc cette année, en cette saison 2019, il y aura 10 manches. Comme tu l'as dit, il y a 3 courses par manche, donc ça fait un total de 30 courses. Quelles sont les destinations phares de ce calendrier ? Bah écoute, il y en a plusieurs qui sont vraiment iconiques du championnat du monde des voitures de tourisme. La première que l'on peut dire, c'est le Hungaroring, tout simplement parce que la Hongrie a une très très grande communauté de fans de voitures de tourisme et le circuit est quasiment aussi plein que pour la F1. C'est une des rares fois du calendrier. Donc visuellement, c'est très très impressionnant et contrairement à la F1 où le circuit ne sied pas trop puisqu'il est très tortueux, il sied parfaitement au touring car, donc c'est toujours des très belles courses. Le deuxième circuit mythique, c'est Zandvoort. Zandvoort, circuit mythique de F1, circuit mythique de voitures de tourisme. On a eu énormément de spectacles l'an dernier pour le retour de circuit au calendrier. Donc j'en attends encore beaucoup cette année, surtout que les fans néerlandais sont toujours déchaînés et nous offrent un spectacle incroyable. Un autre circuit qu'il ne faut pas louper, c'est la Nordschleife, donc la version de 25 km, la boucle nord du Nürburgring, qui est empruntée durant le week-end des 24 heures du Nürburgring. Donc visuellement, c'est incroyable puisqu'on a des fans tout le long des 25 km qui sont là bien évidemment pour les 24 heures du Nürburgring, mais qui profitent aussi du WTCR. Et donc on a des courses formidables, alors des courses bien évidemment sur 3 tours, puisque c'est les tours de 25 km, donc ça fait déjà 75 bornes, mais c'est extrêmement impressionnant, c'est comme des spéciales de rallye, mais à 26 voitures, c'est très beau à voir. La petite pépite propre au WTCR, c'est le circuit de Villarreal, le circuit urbain de Villarreal au Portugal, qui est pour moi dans le top 5 des plus beaux circuits urbains au monde, qui est absolument magnifique et qui est tortueux comme tout, qui est un circuit à l'ancienne comme les circuits urbains des F1 des années 60 et qui nous prodigue chaque année des superbes courses. Donc ça c'est vraiment une des destinations phares. Et enfin la dernière, bien évidemment, Macao, pour la Race of Macao, la plus célèbre course du calendrier WTCC et WTCR. Et comme chaque année, on va avoir énormément de spectacles, des batailles, des voitures dans le mur. Enfin, Macao, c'est l'occasion de voir les touring cars dans l'environnement dans lequel c'est le plus emblématique. Donc voilà, ça c'est mes 5 circuits du calendrier. Même si les autres circuits ne sont pas négligés, ça sera les 5 rendez-vous du calendrier. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Macao, c'est toujours très impressionnant. C'est un véritable joyau. Concernant la retransmission, pardon, la diffusion de ce championnat WTCR en France, qui a les droits ? Eh bien, écoute, c'est très simple puisque le promoteur du championnat à titre mondial, c'est Eurosport. Donc ils ont récupéré les droits pour l'ensemble de l'Europe. C'est pas plus compliqué que ça. Ils ont les droits pour toute l'Europe. Donc malheureusement, si vous n'avez pas Eurosport, vous ne pouvez pas suivre les courses. Mais pour les plus farfelus et pour les plus farouches, les courses seront disponibles en replay sur YouTube 1 heure après le déroulement. Donc si vous voulez vraiment suivre toute la saison, c'est possible très très facilement sur Eurosport en anglais, sur YouTube, ou alors sur Eurosport en français si vous l'avez. Et je vous le conseille de regarder les courses si vous l'avez, parce que on a vraiment des très très belles courses en World Touring Car Cup. Bon, il y a toujours une possibilité du coup de le voir gratuitement, même si c'est en différé. Tout à fait, ouais. Écoute Clément, je te remercie pour cette présentation du championnat 2019 de WTCR. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. À très bientôt.